Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire CIPRE Béarn. On va se laisser le temps d'accueillir les participants pendant 2 minutes encore et on commencera. Bon, oui, on va pouvoir bientôt commencer. Donc là, on est en train de parler. Si vous devez nous entendre, m'entendre en l'occurrence, si vous avez un problème de son, regardez bien vos paramètres. N'hésitez pas à éteindre, à fermer le lien et à rouvrir le lien. Et puis, si ça ne fonctionne pas, nous vous invitons à contacter Marion Wallaise, qui est notre chargée de communication à Arvalis et qui pourra vous dépanner. Voilà, donc on vous laisse régler le son, l'image. Et puis on va bientôt commencer. Donc, je pense on va pouvoir commencer. Il est 13h. Bienvenue à tous à ce nouveau webinaire CIPRE, cette fois-ci autour du projet CIPRE Béarn, donc qui clôt une série de webinaires où Clémence Saliaga, que j'inviterai à se présenter juste après, va nous parler des travaux conduits dans le projet CIPRE Béarn autour de nouveaux systèmes à base de maïs dans les terres humifères durant 7 heures, donc de 13h à 14h. Nous vous invitons à poser vos questions dans l'onglet Q&R, questions et réponses. Nous aurons un temps dédié aux échanges en deuxième partie du webinaire. Nous prendrons 15-20 minutes pour répondre aux questions. N'hésitez pas à y répondre, à les poser au fur et à mesure du webinaire. Clémence, que tu peux passer la diapo. Donc ce webinaire clôture une série de 6 webinaires qui ont eu lieu depuis début novembre dernier autour des projets CIPRE en région. Et ces webinaires sont disponibles tous en replay sur le site internet CIPRE. Nous vous avons mis le lien vers le site internet en fin de présentation. Juste un petit rappel autour de l'action CIPRE, globalement, avant de laisser la parole à Clémence. Donc l'action CIPRE, portée par les 3 instituts, Arvalis, l'Institut technique de la betterave et Terrinovia, vise à accompagner les agriculteurs dans leur transition agroécologique en France. Elle est déclinée autour de 5 projets régionaux, la Picardie, la Champagne, le Berry, le Lauragais et le Béarn. Et sur ces 5 territoires sont mis en place 3 volets complémentaires en vue d'accompagner les agriculteurs. Un volet dit d'observatoire des systèmes actuels pour connaître les pratiques des agriculteurs et leurs performances. Un volet autour d'une plateforme d'expérimentation de systèmes innovants où on vise à mettre au point, à évaluer
à la fois la faisabilité et les performances de systèmes en rupture, qui visent des objectifs de triple performance, et puis des réseaux d'agriculteurs qui sont déjà en transition agroécologique autour de sur leur ferme et qui travaillent en collaboration avec nous et avec lesquels il y a des échanges spécifiques autour de ce qui est expérimenté chez eux et ce qui est expérimenté sur les plateformes expérimentales. À la fois chez les agriculteurs et sur les plateformes d'expérimentation. L'objectif est d'atteindre des objectifs de triple performance, de productivité, de rentabilité et d'excellence environnementale, à la fois des objectifs nationaux et également des objectifs prioritaires locaux que rencontrent les agriculteurs dans ces territoires. Donc aujourd'hui, nous allons en terres humifères du Béarn avec Clémence pour vous partager les travaux et les résultats autour de ce projet. Donc, bonjour à tous, Clémence Aliaga. Donc moi je suis ingénieure régionale Arvalis, donc basée à Montardon, près de Pau. Et donc je suis la plateforme CIPRE Béarn, donc dont le but est de tester des systèmes innovants à base de maïs. Sachez que donc la plateforme CIPRE Béarn, elle est réalisée en partenariat avec un certain nombre de structures de la région, notamment la Chambre d'agriculture, l'Agro-Réseau 64, Ralis, et puis aussi la Fédération des CUMA 640, qui sont partie prenante du COPIL et qui amènent toujours des idées pour faire évoluer les systèmes et pour faire évoluer nos protocoles. Donc juste un petit point sur quelles ont été les réflexions à la base de la plateforme CIPRE Béarn. Qu'est-ce qu'on a cherché à tester dans cette plateforme? C'était des systèmes qui permettraient de s'adapter aux contraintes techniques et réglementaires qui pesaient sur la production du maïs, tout en maintenant une rentabilité. Donc quand on parle de contraintes techniques, c'est vrai que sur des terres humifères en monoculture de maïs, on a souvent des problématiques de ravageurs type taupin, également des grosses problématiques d'enherbement et notamment des graminées, donc PSD, Panix et terre digitaire. Et puis bien sûr, il y a toujours dans les contraintes réglementaires l'adaptation à la PAC et notamment la diversité des assolements qui amène à devoir faire évoluer les systèmes à base de maïs uniquement. On a cherché aussi à optimiser tout ce qui est production du maïs avec l'ajustement des itinéraires techniques, avec notamment dans certains cas de la précocification des variétés pour réduire les frais de séchage et en intégrant aussi des couverts végétaux et du mulching. Et quand on parle de rentabilité maintenue, on a cherché là aussi à maîtriser tout ce qui est coût de production, bien maîtriser aussi les cultures de diversification parce que dans notre région, c'est vrai que les cultures d'été ont tout à fait leur place. Les cultures d'hiver sont souvent sujettes à des problématiques, notamment d'hydromorphie hivernale. Donc c'est vrai que le but était de bien maîtriser nos cultures de diversification et de valoriser aussi des cibles, donc des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc ça, c'était le cadre de la conception et donc qui a abouti sur la création d'un certain nombre de systèmes qui ont évolué au fil du temps. Alors pourquoi? Parce que notre système témoin, il est très simple, c'est de la monoculture de maïs grain labouré et mulché. C'est une rotation d'un an. Ce qui fait que quand on la compare aux autres systèmes, même si on a allongé les rotations, on arrive à aller au bout d'une rotation assez rapidement. Ce qui fait que quand on s'est rendu compte que certains systèmes n'étaient pas satisfaisants d'un point de vue technico-économique, mais aussi environnemental, etc., on les a fait évoluer. Donc là, les systèmes que je vous présente, ce sont ceux qui sont actuellement sur la plateforme en 2023. Mais sachez qu'il y a eu d'autres systèmes aussi qui ont été testés avant et qui ont été abandonnés pour cause de manque d'intérêt. Donc, parmi les systèmes innovants, un système qu'on a depuis le début et que l'on maintient, mais justement
parce qu'il remplit un certain nombre de critères d'intérêt. Donc c'est la monoculture, c'est la monoculture de maïs où on a rajouté une culture intermédiaire à vocation énergétique entre les deux maïs. Donc dans notre cas, c'est de l'avoine diploïde. Et donc tous les ans, après le maïs, on sème une avoine que l'on va récolter fin avril, début mai, et derrière on ressème un maïs, etc., etc. Donc ça, c'est un système qu'on a depuis longtemps. Un système qui est arrivé plus récemment, donc ça c'est la monoculture de maïs, mais semé à 40 cm d'écartement de l'interrang et avec un couvert intermédiaire entre les deux maïs. Donc là on est sur un couvert à base de légumineuses et derrière on vient semer donc notre maïs à 40 cm d'écartement. On a une rotation de 2 ans maïs-soja avec, entre le maïs et le soja, une culture intermédiaire à base de graminées et une cive, toujours notre avoine, entre le soja et le maïs. Donc ça, pareil, c'est un système que l'on conserve depuis le début, tout simplement parce que on a un intérêt du soja en termes de rentabilité économique parce que dans nos terres noires qui sont avec une forte réserve utile et où il y a une pluviométrie abondante, le soja peut être très intéressant. Et puis parce que là aussi, la cive d'hiver nous offre un gain de rentabilité. Je vais vous le présenter tout à l'heure, hein, les tonnages qu'on est capable d'obtenir avec une cive d'hiver avant un maïs dans la région. Nouvelle rotation aussi qu'on a mis en place il y a peu, c'est une rotation qu'on en appelait en fait label bas carbone, où là l'idée c'était de prendre la méthode donc du label bas carbone et puis de regarder ce qu'on pouvait mettre en place dans notre région. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit du colza hein, qui a de très très bonnes restitutions en termes de carbone. Après le colza, on implante un couvert de trèfle vesse pour derrière diminuer la fertilisation azotée sur le maïs et donc réduire les émissions de gaz à effet de serre. Derrière le maïs, on met un couvert de graminées que l'on va fertiliser avec de la matière organique pour là aussi stocker du carbone et on implante derrière un soja pour pouvoir diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une rotation qui n'a fait, c'est un système qu'on a testé qu'un an l'année dernière et donc qui en est à sa deuxième année aujourd'hui. On a une rotation de 2 ans en semi-direct, donc maïs-soja avec à chaque fois des couverts avant le maïs ou avant le soja qui sont restitués. Donc avant le soja, c'est un seigle forestier, avant le maïs, c'est un couvert à base de févrole. Voilà, donc semi-direct qui au début était en monoculture, donc c'est une monoculture de maïs en semi-direct. Qu'on a fait évoluer du coup sur une rotation de 2 ans en semi-direct et une autre rotation aussi qui a été aussi avait pour objet de diminuer la fertilisation azotée sur le maïs, donc qui était une rotation blé-maïs avec un couvert de trèfle et de vesse entre le blé et le maïs. Voilà, donc je vous présente un petit peu tous les systèmes que l'on teste sur la plateforme. Alors, on va pas avoir le temps de revenir point par point sur tous les systèmes, parce qu'il y a aussi des choses qui ont déjà été publiées, hein, notamment sur l'introduction du soja dans le Béarn, etc. Sur le semi-direct, on avait aussi déjà publié pas mal de choses, mais je vais essayer de vous donner quand même quelques enseignements techniques que l'on peut sortir de cette plateforme Cypre Béarn. Alors, on va commencer par tout ce qui est production donc de cives, donc de cultures intermédiaires à vocation énergétique avant un maïs grain. Donc, comme je vous le disais, c'est des choses qu'on teste depuis longtemps maintenant. Alors, en termes de résultats techniques, voici les rendements que l'on obtient sur les deux modalités où on a donc une culture intermédiaire à vocation énergétique à base d'avoine avant le maïs. On est entre 7 tonnes de matière sèche par hectare et 7,4 tonnes de matière sèche par hectare en moyenne sur 6 ans. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez productif. Donc, l'itinéraire technique, il est très simple. Hein, c'est on sème donc l'avoine après la récolte du maïs. On fertilise en janvier-février avec du digesta. Et ensuite, on récolte donc fin avril, début mai. Donc, l'intérêt du Béarn hein, pour ce genre de production, c'est qu'on a une forte pluviométrie, on a aussi des températures plutôt élevées pendant la saison hivernale, ce qui fait que en termes de production de biomasse, on est capable d'atteindre ces niveaux-là. La seule année qui a été problématique, en fait, pour la production de cette avoine, ça a été l'année 2018, tout simplement parce qu'on a eu en fait
un gel du maître brun et du coup, alors l'avoine n'a pas gelé complètement, elle est repartie via l'étal. Néanmoins, ça a quand même impacté la production. Alors, quand on a cette stratégie, hein, c'est-à-dire de récolter fin avril, début mai une cive pour derrière implanter du maïs, forcément, on est amené à décaler la date de semis du maïs par rapport à ce qui se pratique dans la région. Donc en moyenne, hein, on va décaler la date de semis du maïs d'une quinzaine de jours. Alors en fonction des années, ça peut un petit peu varier, mais on va retenir ça. L'impact derrière sur le rendement du maïs. Alors attention, ici on n'est pas à variété équivalente, hein, puisque sur notre monoculture de maïs, on est sur une variété tardive, alors que sur nos deux modalités avec cive, on est sur une variété demi-tardive qui va être semée un peu plus tard. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un impact sur le rendement qui varie on va retenir de l'ordre de 12 quintaux. Le fait, voilà, d'avoir précocifié et d'avoir semé un peu plus tard le maïs. Donc, on a d'un côté 7 tonnes de production de matière sèche de cive et de l'autre côté une petite perte sur le rendement du maïs. Alors cette cive, elle va aussi avoir un impact sur notamment le reliquat, puisque quand on a regardé les reliquats qu'on a sur notre monoculture de référence et sur les modalités avec cive, ce que l'on voit, c'est quand même que la cive, forcément, elle est là du mois d'octobre jusqu'au mois quasiment au mois de mai, donc elle va avoir des racines, elle va pomper de l'eau, elle va pomper aussi de l'azote. Alors c'est vrai que l'eau dans le Béarn, dans le contexte climatique du Béarn, avec une forte pluviométrie, ça n'a jamais été un problème. Par contre, l'azote, vous voyez que on a une diminution du reliquat dans le sol qui est quasiment de 60 unités avec la cive, malgré le fait qu'elle ait été fertilisée. Donc, ce qui veut dire que ça, il faut en prendre compte aussi derrière dans la fertilisation du maïs. Et donc, nous, on le prend en compte en calculant une dose d'azote à apporter au maïs qui prennent en compte cette diminution de reliquat. Autre chose aussi, hein, c'est de bien faire attention à la fertilisation de fond et notamment tout ce qui est potasse. Donc dans sur la plateforme Cypre Béarn, on a fait des analyses de sol entre le moment où on a mis en place la plateforme, donc ce qu'on a appelé point zéro, et l'année dernière, donc 2022, où on a refait aussi toute une batterie d'analyses, donc tout ce qui est chimie, hein, pH, potasse, phosphore, etc., matière organique, mais on a aussi regardé pas mal de choses, notamment biomasse microbienne, nématophone, etc., etc. Donc on a fait plein d'analyses, des vers de terre aussi. Ce qu'on a remarqué, notamment dans la partie chimique, quand on a regardé l'évolution des teneurs en potasse sur toutes les parcelles en fonction des systèmes, ce qu'on a quand même remarqué, c'est que dans ces deux systèmes, alors ici c'est notre témoin, qui a un petit peu baissé aussi en teneur en potasse, on en apporte un petit peu de la potasse, mais c'est vrai que pas forcément autant que les exportations. Par contre, les deux systèmes ici qui sont significativement différents du témoin en termes d'évolution et dans ce cas-là d'évolution négative de la potasse, ce sont deux systèmes où il y a des cives. Donc ici, le système donc cive maïs couvert soja avec donc une année sur deux une cive qui exporte. Et dans ce système-là, hein, qui est à l'heure actuelle la rotation label bas carbone, mais qui avant était notre système où il y avait des cives, c'est pareil, on a des baisses de potasse qui sont importantes. Donc attention à la fertilisation de fond, même l'apport d'un digestat ne va pas forcément compenser tous les exports en potasse que l'on aurait via la cive. Alors, quelques résultats aussi sur la réduction de l'écartement de semis du maïs à 40 cm. Donc, c'est vrai que c'est une question qu'on a assez souvent. Hein, quel est l'impact d'une réduction de l'écartement sur le maïs? Donc, c'est un système qu'on a en place depuis 2020. Donc, on commence à avoir un petit peu de recul. Alors, en termes d'observation technique, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce système? Alors, c'est vrai que dans nos terres noires, je vous disais, on a souvent des problématiques liées de ravageurs du sol et notamment de taupins. Dans ce contexte-là, quand on met des microgranulés, en fait, on a une homologation
Mmh. On t'entend, Clémence, hein? Il semble qu'on a un petit souci technique, donc ne quittez pas, on va résoudre ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ah, alors je m'excuse, voilà, je me doutais que ça allait arriver, de mon pardon, puisque notre réseau est ce qu'il est. écoute, on t'entend. Est-ce que je peux reprendre? Oui, et garde ta caméra éteinte, je pense. Vous m'entendez mal, c'est ça? Ça coupait, là ça a l'air d'aller mieux. Écoute, vas-y. Là, est-ce que là ça va ou pas? Ça va. Allô? Oui, Ça va? oui. Bon. Alors, je m'excuse pour ces problèmes techniques. Donc, je vous disais, lorsqu'on met des microgranulés à 40 cm d'écartement, le problème, c'est qu'on va diluer le microgranulé en fait sur un linéaire qui va être double. Et du coup, ben, on a des efficacités qui sont amoindries. Et c'est vrai que sur ces maïs à 40 cm d'écartement, on a vu des attaques de topin plus importantes que sur des maïs à 80 cm d'écartement. Autre chose aussi qu'on a remarqué, c'est vrai que, alors souvent on parle de la réduction de l'écartement à 40 cm pour dire que ça permet d'avoir une meilleure couverture du sol, donc moins de lumière qui arrive et donc du coup moins de mauvaises herbes. Sauf que le corollaire, c'est aussi que quand on va pulvériser notamment des produits de rattrapage, ce qui va se passer, c'est que on aura moins d'herbicides qui va atteindre du coup les mauvaises herbes et derrière des insecticides. Donc du coup, c'est vrai qu'anticiper au maximum les applications herbicides, ça peut être important. Et on a eu beaucoup de problèmes d'infestation graminées quand même une année en particulier où le rattrapage avait été fait trop tardivement. Donc quand on regarde les différences de rendement qu'on obtient entre notre témoin et notre monoculture de maïs à 40 cm, ben on voit que des fois, certaines années, la réduction de l'écartement est positive en termes de rendement. Et d'autres années, au contraire, il y a moins d'intérêt. Alors en fait, cette année-là, l'année où ça a été vraiment, on a perdu du rendement avec cette diminution d'écartement, c'était notamment quand on a eu les attaques de topin. Et puis l'année où on a gagné le plus de rendement grâce à des réductions de l'écartement de SMI, bah, c'était en 2022, donc année très sèche. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait observé aussi en 2016, c'est que les maïs, quand ils sont semés à 40 cm d'écartement, en fait, ils entrent en sénescence moins rapidement. Pourquoi? Parce que on pense que c'est parce qu'il y a une meilleure exploration du sol, tout simplement parce que les plantes sont réparties de manière beaucoup plus homogène que quand elles sont à 80 cm. Voilà, donc à noter que 2022, bon impact sur le rendement de cette réduction à 40 cm. Et du coup, quand on calcule les indicateurs technico-économiques avec Cister, hein, donc c'est-à-dire que quand on retrace tout l'itinéraire technique pour calculer tous les indicateurs que l'on peut avoir avec Cister, hein, marge, émission de gaz à effet de serre, consommation de carburant, etc. Quand on regarde les indicateurs économiques, c'est bien en 2022 où on a une marge nette qui est augmentée avec une monoculture de maïs à 40 cm par rapport à notre système de référence.
Autre chose où on a un recul assez important sur la plateforme CypreBearn, c'est l'introduction de couverts avant maïs ou avant soja. Puisque donc ce que je vous disais, hein, c'est qu'on en met dans beaucoup de systèmes, on met des couverts en interculture. Donc l'idée étant d'avoir une production de biomasse supplémentaire, ou derrière de réduire aussi la fertilisation azotée sur le maïs. Donc dans les couverts d'automne, je vous ai mis ici les biomasses qui ont été mesurées sur les différentes modalités. Donc la monoculture de maïs à 40, la rotation maïs soja cive et le maïs et le soja en semi-direct. En violet, vous avez les mélanges à base de févrole. Ici, ce sont les mélanges à base de graminées, mais qui sont détruits trop. Et puis ici, en vert clair, c'est une graminée pure. Donc dans ce cas-là, le seigle forestier avant le soja en semi-direct. Et ce qu'on remarque, eh bien, c'est que alors ces couverts-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont détruits assez tôt. Ils sont en général détruits fin mars. Et donc fin mars, on arrive péniblement à dépasser les 3 tonnes, d'ailleurs on les dépasse jamais, les 3 tonnes de matière sèche par hectare. Tandis que les couverts qui sont sur le semis direct, qui sont détruits du coup juste avant le semis du maïs, on voit qu'on arrive à avoir des tonnages un peu plus importants, et notamment sur notre seigle forestier, puisqu'on on atteint régulièrement les 8 tonnes de matière sèche par hectare avec un seigle forestier qui est détruit juste avant le semis du soja. La seule année où ça n'a pas marché, c'était 2020. Tout simplement parce que l'implantation s'était faite dans des conditions très humides et du coup, on a eu quelque chose, un couvert qui avait complètement raté. Mais sinon, si on arrive à aller assez loin avec le couvert, on atteint 8 tonnes sans aucun problème. Les mélanges à base de févrole, ça dépend en fait surtout de l'année, puisque la févrole dans le Béarn, le problème c'est qu'il peut y avoir de la maladie. Et derrière, s'il y a maladie, péricliter assez rapidement, et derrière, on n'aura pas de biomasse qui sera faite. Et alors, quand on regarde les couverts d'été avant maïs, là, on a aussi des résultats intéressants. Donc, c'est quelque chose qui se pratique assez peu dans nos régions, tout simplement parce que on a en général peu de cultures d'hiver qui permettent d'implanter un couvert d'été long avant le maïs. On est en général sur des rotations à base de cultures de printemps et d'été. Mais donc, dans 2 systèmes, je vous l'ai dit, on a introduit des cultures de printemps. Donc, un système où on fait un blé tendre, derrière, on sème un couvert donc de trèfle vesse et puis un maïs. Et un autre système donc qui est le label bas carbone où on a pareil le même couvert, derrière un colza. Alors sur la rotation donc blé tendre maïs où on a 3 ans de recul déjà sur les biomasses du couvert, donc vous voyez que en fait ce couvert qui est implanté après le blé tendre en général en août avant une pluie, malgré tout, on n'a pas des biomasses qui sont très très importantes. Hein. On est aux alentours de 3 tonnes de matière avec couvert. Donc c'est, je ne sais pas si je l'ai précisé, veste commune, trèfle incarnat. Par contre, le souci qu'on a dans la région, c'est des problématiques de gel. Et donc c'est vrai que des années comme c'est l'année qu'on vient de passer, le couvert sur des choses qui sont pas. Par contre, les reliquats qui sont laissés par le couvert qui sont augmentés quasiment tous les ans. Donc là, vous avez les mesures qui ont été faites en 2021, en 2022. À gauche, c'est les reliquats qui sont mesurés dans le témoin. À droite, c'est les reliquats qui sont mesurés dans le couvert, dans la modalité donc où on a ce couvert de trèfle vesse. Et voilà, on a des fournitures en azote par le couvert qui sont importantes. Et donc, ce qu'on a fait en 2022, c'est qu'on a du coup la dose d'azote minéral qui a été apporté sur le maïs derrière. Comment se lit ce graphique, hein? Ce sont les doses d'azote apportées sur les différentes cultures en 2020 à gauche, 2021 au milieu et 2022 à droite. Sur le maïs grain, ici dans le témoin et ici dans la modalité. Avait été produite par le couvert de trèfle vesse, on a diminué quasiment de 60
10 unités, la fertilisation sur le maïs suivant, et bien ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas eu d'impact sur le rendement, puisque quand on compare du coup les rendements du témoin qui était à 93 quintaux l'année dernière, et puis le rendement donc du maïs qui était derrière le trèfle veste, on voit effectivement que les rendements sont tout à fait équivalents. Donc grâce à ce couvert, on a pu diminuer les doses d'azote sans avoir d'impact sur le rendement du maïs. Je vois qu'il y a une question sur ce qu'on appelle le système label bas carbone. Oui, donc c'est un système où on a cherché en fait à maximiser à la fois le stockage en sol et diminuer les émissions de gaz à effet de serre, donc comme le veut la méthode de label bas carbone. Et en fait, donc ça nous a conduit à introduire du colza. Derrière ce colza, on met un couvert de trèfle veste. Donc ça nous permet à la fois de capter du carbone qu'on restitue au sol. Et derrière, on met un maïs. Donc, ce maïs, derrière, on va diminuer la dose d'azote en fonction de tout ce qui aura été capté derrière par le couvert trèfle veste. Derrière le maïs, on met un couvert de graminées qu'on fertilise avec des matières organiques, donc pour augmenter les restitutions via le couvert et pour aussi avoir des restitutions de matières organiques via les effluents. Et ensuite, on met un soja. Et ce soja, c'est pareil, ça nous aide à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est celui-là qu'on appelle le label bas carbone. J'ai une question aussi sur est-ce que dans les reliquats qui sont plus faibles dans les systèmes avec SIV, la restitution du digesta au sol est-elle prise en compte? Donc oui, parce qu'en fait là c'est des reliquats qui sont mesurés avant semis du maïs, donc on a déjà mis le digesta avant. Donc oui, c'est bien pris en compte. Voilà. Et j'ai une question sur la potasse, effectivement que la méthode Mercier annonce des valeurs de potasse, mais alors en fait dans le système avec SIV, comme on exporte, on sait que de toute façon les SIV, ça exporte énormément de potasse vu les teneurs en potasse que l'on a. J'espère avoir répondu aux questions qui ont été publiées. Je vais continuer avec les mesures qui ont été faites sur le sol. Donc, comme ce que je vous disais, on a fait beaucoup de mesures sur les parcelles au début de la plateforme pour bien caractériser l'état initial, ce qu'on appelait le point zéro. Et en 2022, on a refait une batterie de mesures. Et donc, je vous ai présenté, par exemple, la potasse. Ce qu'on a regardé, par exemple, c'était aussi les teneurs en carbone organique. Et on a regardé l'évolution des teneurs en carbone organique entre 2022 et 2015, du coup, en fonction des différents systèmes. Et alors, ici, vous avez ce qu'on a observé dans le témoin. Donc, notre témoin, on se rappelle, monoculture de maïs chez la bourrée. Donc, on voit qu'il n'y a pas trop en tout cas, il n'y a pas de baisse de la valeur de la teneur en carbone organique. Et ça motive un peu plus dans ces systèmes-là, donc ils sont des systèmes en donc soja, la restitution des couverts et effectivement moins de travail du sol, où on voit quand même des teneurs en carbone qui aurait plutôt tendance à augmenter. Et là, c'est la même chose. Ici, on est sur un système avec l'introduction de couverts et des techniques culturelles simplifiées pendant un moment. Donc, on pourrait voir ici une petite augmentation. Clémence, je me permets. On suppose que dans quelques années, elle sera significative. Clémence, je me permets de t'interrompre parce que c'est haché. On a regardé également tout ce qui est abondance de vers de terre. Oui. Allô? Je me permets de t'interrompre parce que c'est haché. Je te propose de projeter de mon côté la diapo et que tu puisses la commenter. Je pense qu'il faut. Du coup, je te propose peut-être de couper ta présentation. Je projette les diapos et ça allégerait ta bande passante. On s'excuse pour ces aléas.
mais ça va nous permettre de gagner en qualité. Donc là, vous devriez voir, et je te laisse reprendre si c'est bon pour toi. Oui, mais tu peux passer à la diapo suivante du coup. Voilà. Donc du coup, je parlais des vers de terre, effectivement, où on a fait des comptages de vers de terre sur le témoin, donc c'est ici le T1, sur deux systèmes, donc T10, ça c'est du SMI direct, et T11, là on est aussi sur plutôt des techniques culturelles simplifiées. Ce que l'on voit, alors, on n'a pas vu de différence du nombre entre les nombres de vers de terre entre les différents systèmes. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, on est sur des abondances de vers de terre, des nombres de vers de terre par mètre carré qui sont très importants. Donc, on est, voilà, en fonction des systèmes, entre 250 et 300 vers de terre par mètre carré. Et l'autre chose, c'est que on a fait ça donc au mois de mars. Donc, c'est-à-dire, on avait déjà des bonnes conditions, notamment des bonnes conditions d'hygrométrie. Et voilà, on soit sur un système labouré ou en semi-direct, en termes de statistiques, on fait pas de différence. Mais voilà, on est sur des terres noires très humifères avec de l'humidité, donc ça s'explique assez facilement. On peut passer, Anne-Laure? Alors, donc on va passer aux enseignements après avoir regardé un petit peu les enseignements de la plateforme, on va passer aux enseignements du réseau CIPRE Béarn avec un travail qui a été effectué par Émilie Cellier, donc qui était stagiaire avec nous l'année dernière, en collaboration donc avec l'Agro-Réseau 64, qui est un réseau d'agriculteurs du coup qui travaille avec la plateforme. Et donc l'objet du stage d'Émilie, c'était de regarder, d'évaluer l'effet du travail du sol sur différentes composantes de la fertilité du sol. La spécificité de ce travail, en fait, c'est qu'on a fait des mesures à deux niveaux. Donc sur la plateforme CIPRE-Béarn, où on a des systèmes qui sont différenciés depuis 2015, et aussi chez des agriculteurs qui mettent en place différentes techniques de travail du sol. Donc la méthode qu'on a utilisée, c'est de réaliser un certain nombre de tests d'évaluation de la fertilité des sols, à la fois donc sur la plateforme et chez les agriculteurs. Donc on a fait des tests Birkan, on a fait du slate test, on a fait un certain nombre de tests aussi qui sont dans l'outil qu'on appelle le Biofunc Tool, hein, donc du POX, ce qu'on appelle du Situres, des Lamina aussi, et puis on a aussi mis d'autres tests, type de test du slip, etc., etc. Bon, voilà, on a fait plein de tests et on a essayé de regarder si on observait les mêmes choses entre ce qui se passait sur la plateforme et ce qui se passait chez les agriculteurs. Alors, sur la partie fertilité physique des sols, donc on a, Émilie a fait des mesures de pénétromètre pour regarder ce qui se passe dans le sol. Donc à gauche, vous avez les résultats qui ont été obtenus chez les agriculteurs. Chez les différents agriculteurs en fonction de leur système de travail du sol. Donc en bleu, c'est ceux qui ont labouré. En orange, c'est les gens qui étaient en TCS mais depuis assez peu longtemps. En gris, c'est ceux qui sont depuis plus longtemps. Et en jaune, c'est le SMI direct. Et ce qu'on avait remarqué chez les agriculteurs, donc lorsque les mesures ont été faites, c'était que on avait sur du SMI direct notamment, on avait des pressions qui étaient un peu plus importantes sur les premiers centimètres que ce qu'on avait sur les autres parcelles. Et ça s'expliquait assez bien l'année en question puisque on était sur une année où l'hiver avait été assez humide et du coup les sols et notamment les sols de limon s'étaient repris en masse et derrière du coup chez les gens qui faisaient tout en semi-direct donc sans aucun travail du sol c'était voilà, si le couvert n'avait pas fait son rôle de maintien de la structure, on avait des compactions qui pouvaient être assez importantes sur les premiers centimètres. Et c'était
différent de ce qu'on observait sur la plateforme Cypre Béarn, puisqu'en fait sur la plateforme Cypre Béarn, comme on avait ce problème depuis un certain temps, c'est-à-dire de compaction superficielle de fait de la reprise en masse des limons, qu'on avait remarqué en fait, notamment les années où on a découvert qu'ils sont pas performants, et notamment lorsque les années où la févrole va péricliter pour cause de maladie. Si on a de la compaction superficielle, ce qui va se passer, donc, c'est que le maïs va avoir beaucoup de mal à s'enraciner. Et donc, on avait fait un passage de décompacteur pour essayer de redonner un petit peu d'aération au sol. Et ce qui fait que dans les mesures de pénétrométrie qu'on avait, on n'avait pas de différence entre les parcelles en labour en bleu et les parcelles en semi-direct en jaune. Autre test qu'on a fait aussi, donc c'est le test Birkan. Donc le test Birkan, ça consiste en fait à mesurer la vitesse d'infiltration de l'eau dans le sol. Donc on a justement regardé en fonction des différents types de travail du sol. Donc ça donne une petite peu, ça donne une idée hein, de la capacité de ressuyage notamment du sol. Ce qu'on a remarqué dans le réseau, enfin dans les parcelles de l'agro-réseau, donc c'est-à-dire dans les parcelles des agriculteurs, c'est que on avait des infiltrations qui étaient un peu meilleures en TCS qu'en labour. Donc ça peut s'expliquer hein, notamment par tout ce qui est travail des racines, meilleure porosité, etc., etc. Par contre, pour ceux qui étaient en semi-direct, c'est vrai que on avait une vitesse d'infiltration qui était moins importante pour les raisons que je vous ai expliquées avant, c'est-à-dire les problèmes de compaction qu'on avait observés. Et sur la plateforme Cypre Béarn, quand on a fait le test Birkan, entre les parcelles en labour et celles en semi-direct, en fait, on avait une bien meilleure vitesse d'infiltration dans les parcelles en semi-direct, mais ça, c'était parce qu'on a fait justement passer ce coup de décompacteur, donc qui avait donné une meilleure porosité verticale, enfin, une meilleure porosité au sol. En ce qui concerne la fertilité biologique des sols, donc un exemple de ce qu'on a fait aussi sur les parcelles et sur les plateformes, donc c'est la mesure de la respiration basale du sol, hein, si tu restes, où là l'idée c'est d'avoir voilà une idée de cette respiration du sol. On a regardé du coup sur des parcelles, donc on a essayé de voir s'il y avait une différence statistique de cette respiration basale du sol en fonction du type de travail du sol qui était effectué dans les parcelles. On n'a pas présenté une moyenne en fait parce que justement c'était beaucoup trop variable. En fonction des parcelles, enfin, il y avait un effet probablement de humidité ou de type de sol ou de matière organique qui fait que c'était pas l'effet du travail du sol n'apparaissait pas et donc on pouvait pas mettre en évidence voilà un effet quelconque du travail du sol sur cette respiration basale du sol. Et c'est la même chose hein, sur la plateforme Cypre Béarn. On n'a pas ce qu'on voit là, les différences qu'on a l'impression de voir ne sont pas significatives. On n'a pas mis en évidence d'effet du travail du sol. Sur la partie décomposition de la matière organique, on avait donc testé le test du slip sur les différentes parcelles. Et, donc on a exprimé en fait les résultats en pourcentage de perte de masse, donc c'est-à-dire le pourcentage de la masse du slip qui est dégradée en fonction du temps. Donc plus on est vers le bas en fait, plus ça va vite en termes de décomposition. Et bon, on n'a pas vu de différences significatives dans les parcelles agriculteurs. Là aussi, il y a quand même un fort effet. Il peut y avoir un fort effet, notamment qui est parfois beaucoup plus important de la partie humidité, qui sera certainement beaucoup plus impactant que vraiment le travail du sol. Et c'est pareil hein, sur la plateforme Cypre, il n'y avait pas eu de différence significative entre les différents types de travail du sol sur cette partie décomposition du slip.
Alors, je vois une question quelqu'un qui demande quand est-ce qu'on a passé le décompacteur sur les parcelles en semi-direct. Donc ça, on a fait des passages de décompacteur avant après la destruction du couvert et juste avant le semis du maïs. Donc c'était des décompactages de printemps. Et je vois une question aussi sur la diversité des vers de terre. Donc, on a regardé aussi tous les indices de Shannon, notamment sur la partie diversité vers de terre, et on n'a pas vu de différence en fonction des différents du travail du sol. On a fait identifier tous les vers de terre qu'on avait prélevés et non, pas de différence significative. Si on continue sur cette partie test de la fertilité des sols, alors je vous ai parlé un petit peu de Biofunctool parce qu'effectivement l'agro-réseau était équipé de Biofunctool pour pouvoir mesurer la fertilité des sols. Donc on avait déjà commencé ces mesures en 2020. Donc et on les a aussi réalisés en 2021. Donc on a quelques indicateurs où on a pu justement regarder l'évolution en fonction des années de ces indicateurs. Est-ce que il y a un fort impact de l'année ou au contraire est-ce que l'indicateur est assez stable en fonction du temps? Par exemple, sur la partie infiltration, donc le test de Birkan, je vous ai remis les résultats 2020 et 2021 en fonction des parcelles labourées à gauche, en rouge, et des parcelles en semi-direct à droite. En fonction des différentes années. Et ce qu'on remarque, c'est que quand on exprime la vitesse d'infiltration, donc là c'est des millilitres par minute, alors c'est pas des millimètres, mais bon, peu importe, on est toujours sur les mêmes volumes et toujours sur le même cylindre. Ce qu'on remarque, donc, c'est que sur les parcelles labourées, il y a une différence entre 2020 et 2021, mais qui n'est pas très, très flagrante. Par contre, effectivement, sur les parcelles en semi-direct, on a une vitesse d'infiltration qui va être beaucoup plus importante en 2021 qu'en 2020. Et ça, c'est lié effectivement au passage des compacteurs dont je vous ai parlé, donc des compactages de printemps, qui a permis quand même de bien améliorer cette partie infiltration. Sur la partie respiration basale du sol, qu'on avait là aussi mesuré en 2020 sur des parcelles labourées et en semi-direct et qu'on a refait en 2021. Et bien là, pour le coup, ce qu'on remarque, c'est que il y a plutôt un fort effet année sur cet indicateur. Et les différences que l'on voit, qui n'étaient pas très 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 significatives en 2020, en 2021 on voit une différence qui là aussi, vous l'avez dit, n'était pas significative, mais l'indicateur il est quasiment divisé par 10 entre 2020 et 2021. Donc il y a un fort effet année sur cet indicateur de la respiration basale, ou en tout cas dans notre situation. Un autre indicateur que je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, mais qu'on a mesuré, c'est la stabilité structurale, donc qu'on mesure par le Select Test. Alors, nous, dans notre cas, en fait, on l'a mesuré avec ce petit kit ici que vous voyez à droite, qui permet en fait de donner une note aux mottes en fonction de leur état de dégradation dans l'eau. Donc, il y a toute une procédure. On donne une note en fonction de la façon dont la motte se dissout. Donc, on l'a réalisé en 2020-2021 sur des agrégats de surface et des agrégats un peu plus profonds. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fonction des années, donc sur le semi-direct, on a des scores qui restent tout à fait similaires, quelles que soient les années. Et sur le labour, on a des scores qui varient un peu, mais globalement, on a quand même des choses qui sont assez stables sur cet indicateur en fonction des années. Voilà. Et puis dernier indicateur aussi qui nous paraissait intéressant, donc c'était la dégradation des laminats. Donc comme ce que je vous disais dans le Biofunctool, en fait, dans la démarche Biofunctool, on met des espèces de lames avec un peu de matière organique dans des espèces de trous, en fait, et on regarde la vitesse de dégradation, de disparition de ce substrat organique, en notant du coup sur les différents trous, ceux qui ont été complètement consommés et ceux qui n'ont pas été dégradés. Donc là, on mesure en fait l'activité de la mésofaune du sol ou éventuellement un petit peu la petite macrofaune.
Et là aussi, ce qu'on a noté, malgré le fait que on laisse sensiblement le même, enfin, les laminats la même durée en fonction de 2020 et 2021, ce qu'on a remarqué, c'est que il y a eu un fort effet année sur cet indicateur, puisque quand on regarde le pourcentage de dégradation par jour, donc il peut varier de 1% de dégradation à 10% de dégradation en fonction des années. Donc là aussi, effet de l'année très très important sur cet indicateur, plus que l'effet de travail du sol visiblement, ou en tout cas qui va même pas dans le même sens en plus d'une année sur l'autre. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous présenter sur cette partie-là, parce que c'est ce qu'on s'était dit, sur les enseignements du coup de la plateforme et du réseau CIPRE Béarn. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors, je vois une question sur les hypothèses pour expliquer la variabilité de la respiration basale. Probablement, c'est probablement un effet température et humidité qui explique ça, je pense, plus qu'un effet de travail du sol. Enfin, pour moi, c'est des effets autres que vraiment l'effet système, quoi. On a encore 5 minutes, on va dire, pour des questions. Alors n'hésitez pas à les poser. Je pense, Clémence, que tu as en effet répondu au fil de l'eau aux différentes questions qui ont été exprimées jusqu'à maintenant. Alors j'ai une nouvelle question j'ai des nouvelles questions qui arrivent, hein. Merci pour vos questions. Une question, est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes prévues sur la plateforme en 2023? Alors, non, 2023, enfin, pas de journée officielle prévue. Par contre, j'accueille tous les groupes qui veulent venir avec plaisir. Donc, je vais donner en live mon numéro de téléphone, 06 84 50 92 45. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez si vous voulez venir visiter la plateforme, il n'y a aucun problème. On vous accueillera avec grand plaisir. Merci Clémence. Et alors, on a une question technique qui arrive aussi. Est-ce que tu peux rappeler la quantité apportée de digesta en mètres cubes hectare? Vingtaine de mètres cubes par hectare. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Est-ce que je peux m'en permettre une? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire autour des dynamiques de salissement des adventices? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à partager? C'est un domaine sur lequel tu as peu parlé pendant ce webinaire-ci. Alors, oui, je vais peut-être répondre à ta question, Anne-Laure, mais je vois qu'il y a d'autres questions qui Ah oui. arrivent dans le chat. Du coup, sur la partie analyse, alors, hop, qu'est-ce qui était? Des analyses de potasse et reliquat d'azote dans la rotation couvert soja. Oui, c'est ça. Le reliquat d'azote, alors du coup, je ne sais pas si la question concerne le reliquat d'azote avant le soja ou après le soja. Oui, on fait des analyses, alors mais je ne les ai pas vraiment analysées, enfin regardées, donc je ne saurais pas dire quel est l'effet. Ensuite, les effets allélopathiques, on les a, alors j'imagine que c'est des effets allélopathiques. La question. Oui, je pense. On est à l'affût, mais on n'a rien vu de particulier, si ce n'est une année où en fait on s'était trompé, on avait mis des moutardes avant le maïs au lieu de mettre avant le soja, et où là effectivement les maïs avaient été quand même assez lents au démarrage. Mais oui, c'est des choses qu'on regarde. Alors le système de culture le plus performant d'un point de vue technico-économique et environnemental. Donc ça, c'est une question qui est assez difficile
répondre parce que en fait les systèmes l'avantage sur CypreBearn, c'est qu'on a mis effectivement plusieurs systèmes en place en fonction de avec différents objectifs et que ces objectifs remplissent une partie des objectifs généraux de Cypre, mais pas forcément tous. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'effectivement l'introduction de cultures intermédiaires à vocation énergétique, à partir du moment où on a un débouché donc que l'on peut vendre, ça a un intérêt en termes économiques, hein, puisque cette tonne de matière sèche par hectare, c'est quand même pas neutre sur le d'un point de vue du résultat économique, même si derrière le rendement du maïs est un peu diminué. Donc ça a montré un intérêt économique. Ce qu'on a vu aussi, c'est alors en termes d'environnement, en fait, l'introduction de cives, ça permet d'avoir une meilleure efficience à la tonne d'énergie produite. Hein. Si on raisonne tonne, consommation d'azote ou de carburant à la tonne d'énergie produite, on a quand même une efficience qui est améliorée avec ce système-là, mais une intensification en fait à l'hectare, ce qui est assez logique, hein, puisqu'on va fertiliser la cive, etc., etc. On a remarqué également dans le contexte béarnais, donc encore une fois avec des sols à forte réserve utile et une pluviométrie importante, que on a le soja présente un intérêt aussi, hein, parce qu'on arrive à avoir des rendements de soja qui sont importants, parce qu'on arrive à avoir une alimentation hydrique quasiment jusqu'à la fin du cycle, ce qui ne serait pas le cas si on partait sur des coteaux, etc., avec des réserves utilisées plus faibles, où là le soja pourrait plus souffrir des problématiques d'eau en fin de cycle, mais dans notre contexte de terre noire, Piémont, ça fonctionne bien. Ce qu'on a, ce qu'on a remarqué aussi, hein, c'est que sur les systèmes en semi-direct, on arrive à avoir des choses qui sont performantes, à condition de maîtriser justement les règles un peu de l'agriculture de conservation, c'est-à-dire de bien avoir une rotation, puisque c'est vrai que quand on fait de la monoculture de maïs en semi-direct, ça peut vite être compliqué si on a des couverts qui font pas, qui sont implantés trop tard et derrière du coup qui permettent pas de maintenir une structure du sol. Et puis surtout voilà les couverts, ça c'est quelque chose de très 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 important quand on fait des systèmes en semi-direct, hein, parce que sans les couverts forcément ils vont vraiment chercher à maximiser la réussite de son couvert. Bon, je sais pas, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Oui, il y a une question qui est arrivée qui parle justement quelle est l'évolution des systèmes de culture observés dans la région du Béarn? Est-ce qu'il y a justement plus de couverts, plus de cives, moins de travail du sol? Alors, ce serait une question pour l'observatoire, ça. Moi, je dirais que il y a des cives, des cives, il y en a qui sont mises dans les zones où il y a des méthaniseurs, donc c'est-à-dire qu'on va pas mettre une cive effectivement s'il n'y a pas besoin de, s'il n'y a pas de débouché, mais pour les zones où il y a des méthaniseurs, il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui se lancent là-dedans et du coup on a quand même pas mal de questions. Plus de couverts, ça c'est une certitude. On a quand même augmenté, je pense, la part de couverts de manière assez importante de par des obligations. Enfin, c'est surtout les obligations réglementaires qui ont poussé, mais là on a quand même des gens qui maîtrisent bien la technique maintenant. Moins de travail du sol, oui. Probablement. Du semi-direct total, non, c'est assez peu représentatif, mais par contre, des techniques culturelles simplifiées, ça s'est quand même beaucoup développé. Et avec des résultats sur les coteaux, ça donne d'excellents résultats en termes de structure du sol. Par contre, attention, toujours le problème des graminées, quoi. La fertilisation organique, elle est toujours réalisée avec du GSA, oui. Et donc pour répondre à la question d'Emmanuel sur le reliquat, avant le soja, oui, donc le couvert à base de graminées baisse un petit peu le reliquat avant le soja. Et quelles sont les hypothèses de prix de vente des cives? Est-ce qu'il y a un apport d'azote de synthèse, d'azote minéral sur les cives ou seulement de Non.
Alors sur les cibles, l'hypothèse de prix, c'est entre 100 et 120 tonnes, 100 à 120 euros par tonne de matière sèche. La fertilisation, c'est majoritairement sous forme organique. Après, on l'a fait une année sous forme minérale parce qu'on ne pouvait pas passer, la portance ne permettait pas de passer avec justement une tonne. Mais, c'est majoritairement sous forme organique, ouais. Merci Clémence et merci à tous les participants Puis pour votre Nicolas, intérêt et vos tu peux m'appeler questions. si tu as d'autres questions, il n'y a pas de problème. Très bien. Et le réseau a tenu. Autour de l'arrière, oui. Il nous reste à vous rappeler que vous pouvez aussi aller consulter notre site internet pour aller plus loin, pour voir d'autres résultats, avoir d'autres informations sur la plateforme Cypre Béarn, sur le projet Cypre Béarn et également sur les 5 autres projets régionaux. Vous pouvez également, via le site internet, vous inscrire à la newsletter Cypre. Qui vous envoie des informations régulièrement. Et puis, Clémence l'a indiqué, n'hésitez pas, si vous souhaitez aller voir la plateforme Cypre Béarn, à la contacter pour organiser cela. Nous arrivons au bout en fin de ce webinaire. De même, je vous rappelle l'existence des 5 autres webinaires qui sont disponibles en replay sur le site internet. Et je vous remercie et vous souhaite une bonne après-midi. Merci pour votre participation. Au revoir.